Le Congo ne tombera jamais. Parler à l'Afrique, de parler de l'Afrique, et que j'avais envie d'être vraiment panafricain au sens propre du terme, au sens noble du terme. Et par conséquent, il fallait que je parle aux Africains. Et puis j'avais une vraie douleur de voir comment on parlait de l'Afrique. Et puis une opportunité m'a été offerte de rejoindre RFI, que j'écoutais depuis que j'étais tout petit, je vais dire, nous tous dans nos maisons, les gens de mon âge, nous écoutions nos parents qui ouvraient la radio soit sur RFI, soit sur la Voice of America. Donc quand on avait envie d'être journaliste. Et par la suite, Africa numéro 1. Et par la suite, Africa numéro 1, justement. Et donc quand on avait envie d'être journaliste, on se disait, je vais travailler sur ces médias-là. Je pense que j'ai réalisé ce rêve-là en entrant dans ce média. Maintenant, sur la couverture, je me suis dit, à l'intérieur, je vais impacter. Il faut que j'apporte quelque chose de différent, il faut que j'apporte quelque chose de nouveau. Voilà comment j'ai rejoint RFI, de façon volontaire et de façon très décidée. Alors aujourd'hui, avec le recul, alors, est-ce que tu as le sentiment d'avoir impacté de l'intérieur? Est-ce que 32 ans après, tu te dis, ça en valait la peine? Alors on ne peut pas danser et se juger. Les autres doivent juger. Moi j'avais envie de faire plusieurs choses. Et je pense que j'espère en tout cas qu'on va mettre ça à mon crédit. J'avais envie de faire plusieurs choses. D'un, je suis arrivé sur une antenne où je vais raconter l'histoire de l'Afrique parce que la manière dont l'histoire de l'Afrique était racontée, de mon point de vue, n'était pas la vraie. Et j'ai créé Archives d'Afrique. J'ai créé Archives d'Afrique en me disant, voici la version africaine de l'actualité internationale. Et je pense que la plupart des jeunes ou la plupart des moins jeunes, me reconnaissent au moins d'avoir raconté l'histoire de l'Afrique contemporaine autrement. Archives d'Afrique est devenue une marque à un certain moment donné, et je n'en suis pas peu fier. Et je continue ça sur d'autres supports. Il y a une version vidéo, parce que Archives d'Afrique m'appartenait, ça n'appartenait pas à RFI. C'est pour dire à quel point j'avais envie que ça n'appartienne pas à quelqu'un, mais que ça reste africain. Donc Archives d'Afrique, je l'ai fait. Ensuite, il y a eu Médias d'Afrique. Jules, tu sais très bien, Médias d'Afrique, l'idée de Médias d'Afrique, c'était de donner la parole aux journalistes africains pour qu'on écoute une autre version de l'actualité internationale, la version africaine de l'actualité internationale. Ça n'était jamais arrivé sur un média. Et violenter un média au point de prendre des éditoriaux africains qui étaient les plus durs pour les mettre sur cette antenne-là, il fallait le faire. Et c'était en quotidienne. Je l'ai fait pendant 16 ans. En quotidien de lundi à vendredi pendant 16 ans. Et ça a permis de connaître un certain nombre de journalistes africains. Bien entendu. Ils ont émergé en étant écoutés sur cette antenne qui était une antenne première. Et je pense On se rappelle effectivement Sacré Sédou Ouedraogo, Jean Katangana au Cameroun, Ouezin Luoulon, et certains sont devenus des correspondants de RFI. Je pense à Peter Dorbey par exemple, ou à Polycarpe Somba, qui sont devenus des correspondants parce qu'on les a écoutés. Sur Médias d'Afrique. Et en plus, je luttais à l'intérieur pour que nous africanisions les correspondants. Je pense qu'ils sont un certain nombre de correspondants qui doivent me reconnaître d'avoir mené cette lutte-là. C'était ma part que j'apportais dans cette maison. Et puis, il y a eu le débat africain que j'ai récupéré, dont j'ai hérité de Madeleine Moukamabano, qu'il fallait rebooster. Je pense l'avoir fait avec une certaine force, puisque c'est devenu l'un des rendez-vous phares de cette antenne, où on n'était pas complaisant. Et je pense qu'on peut m'accuser de tout, sauf d'avoir été complaisant dans ce magazine-là, ou sauf de n'avoir pas été panafricain. Et puis je termine par le fait quand même que, pendant un long temps, nos dirigeants étaient essentiellement interviewés par d'autres, avec ce que cela comporte, avec les clichés que l'on peut connaître. Je me suis donné la mission de les interviewer en étant sans complaisance. On en parlera. Vous avez oublié Afrique Plus, même si ça a été bref. Peut-être que c'est. Donc tu vois que je me suis démerdé. Je ne suis pas trop mal démerdé, je crois. Oui. Parce qu'Afrique Plus c'était la première fois où on décidait de montrer les Africains qui réussissent. Pas ceux qu'on allait voir qui sont les banabana, des chefs d'entreprise, des grands capitaines d'industrie. Et je pense que sur ce plateau-là, en reportage, non rémunéré, je dois le dire, souvent financé par moi-même, j'allais chercher des personnes pour les montrer en disant, voilà, l'Afrique, ce n'est pas que la famine, ce n'est pas que les guerres, ce n'est pas que les pandémies, c'est aussi des gens qui entreprennent. Je pense qu'il y a un certain nombre de capitaines d'industrie qui sont passés par ici. Je pense à Jean Kakou Diagou, par exemple, du groupe NCA, qui a créé l'une des plus grandes assurances du continent. Je pense à Paul Fokam-Kamenier, de Vox Africa, qui est le patron de Afriland First Bank, qui est passé par ici. Et je peux en citer comme ça un bon nombre. Je pense à Azalaï, puis
le groupe Azalaï avec Mossadegh Bali. Qui est-ce que je n'ai pas cité? Ils sont nombreux. Je ne vais pas tous les citer ici. Donc pour moi, c'était une façon de montrer l'Afrique autrement. Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que je l'ai mal fait? Je ne sais pas, mais j'ai essayé. Mais il y a une curiosité, Alain. C'est-à-dire que quand tu arrives à RFI, c'était un instrument au service de la France. D'ailleurs, RFI dépend du ministère français des Affaires étrangères. Est-ce que dès le départ, tu as conscience de cela? Moi, j'ai conscience d'une chose. J'ai plutôt tendance à penser que quand on quitte une femme ou quand une femme vous quitte, vous évitez de parler l'un de l'autre. Ça s'inscrit dans l'élégance, ça s'inscrit dans la galanterie. Donc parler de RFI, c'est pas tellement un truc dont j'ai envie spécialement, parce que c'est un peu comme si vous vous êtes quitté et tu as envie d'étaler. Oui, enfin, je pose la question évidemment parce que, comme tu as dû le remarquer, parmi la floraison de critiques ou de commentaires après ton départ de RFI, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, c'est de dire il a servi le maître et aujourd'hui il retourne sa veste. Mais celui qui m'a vu servir le maître, comme ils disent, a vu ce que je faisais à l'intérieur de cette boîte. Et je pense que je viens d'en parler. Je pense que j'ai joué ma partition, qui n'est pas une partition qu'on peut considérer comme complaisante. Je mets au défi quiconque. Sauvons l'Afrique. Il y a quelques temps passé, il y a un ami qui m'a écrit après avoir voir la publication de ces grands journalistes Alain Foka, lorsque Alain Foka a quitté RFI. Il y a un ami qui m'a écrit, il m'a dit: mon cher, fais vraiment attention avec Alain Foka, fais attention avec ces vidéos, on ne sait pas qui est derrière lui, on ne sait pas quels sont les maîtres qui sont en train de manipuler Alain Foka. Voilà, cette histoire-là m'avait vraiment touché. Jusqu'à ce que je suis tombé sur cette vidéo qui est vraiment une nouvelle vidéo, l'exclusivité de l'interview d'Alain Foka. Je vous signale déjà, depuis qu'il avait quitté l'RFI, il n'a jamais été récit, il n'a jamais fait récit par un journaliste, il n'a jamais utilisé, il n'a jamais eu le temps de nous dire certaines lumières sur sa position, s'il a été chassé de l'RFI ou s'il a été quitté de l'RFI. Alors jusqu'à ce que je tombe sur cette vidéo que je vais vous faire découvrir. C'est une nouvelle vidéo. Cette vidéo parle de Alain Foka est en train de parler de lui. Il est en train de nous donner plusieurs lumières sur son départ de l'RFI. Il parle aussi des masses. Il y a tant de vérités à l'intérieur de cette vidéo qui est vraiment en exclusivité. Donc, je vais vous laisser d'abord à suivre cette vidéo. Cette vidéo a répondu à ma question et cette vidéo m'a donné la position sur la personne d'Alain Foka. Donc, je vais vous laisser, mes très chers frères et sœurs et combattants et combattantes, de découvrir encore une fois de plus cette personne qui est Alain Foka, qui sont en train de travailler derrière Alain Foka, parce qu'il est vraiment Alain Foka africain, où il est toujours en train de travailler avec ses maîtres comme c'était l'autre fois. Donc, je n'ai pas tant de commentaires à faire là-dessus. Je vais vous laisser d'abord parler à l'Afrique, de parler de l'Afrique, et que j'avais envie d'être vraiment panafricain au sens propre du terme, au sens noble du terme. Et par conséquent, il fallait que je parle aux Africains. Et puis j'avais une vraie douleur de voir comment on parlait de l'Afrique. Et puis une opportunité m'a été offerte de rejoindre RFI, que j'écoutais depuis que j'étais tout petit. Je vais dire, nous tous dans nos maisons, les gens de mon âge, nous écoutions nos parents qui ouvraient la radio soit sur RFI, soit sur la Voice of America. Donc quand on avait envie d'être journaliste. Et par la suite, Africa numéro 1. Et par la suite, Africa numéro 1, justement. Et donc quand on avait envie d'être journaliste, on se disait, je vais travailler sur ces médias-là. Je pense que j'ai réalisé ce rêve-là en entrant dans ce média. Maintenant, sur la couverture, je me suis dit, à l'intérieur, je vais impacter. Il faut que j'apporte quelque chose de différent, il faut que j'apporte quelque chose de nouveau. Voilà comment j'ai rejoint RFI, de façon volontaire et de façon très, très, très décidée. Alors aujourd'hui, avec le recul, Alain, est-ce que tu as le sentiment d'avoir impacté de l'intérieur? Est-ce que 32 ans après, tu te dis, ça en valait la peine? Alors, on ne peut pas danser et se juger. Les autres doivent juger. Moi, j'avais envie de faire plusieurs choses. Et je pense que j'espère, en tout cas, qu'on va mettre ça à mon crédit. J'avais envie de faire plusieurs choses. D'un, je suis arrivé sur une antenne où je vais raconter l'histoire de l'Afrique, parce que la manière dont l'histoire de l'Afrique était racontée, de mon point de vue, n'était pas la vraie. Et j'ai créé Archives d'Afrique. J'ai créé Archives d'Afrique en me disant, voici la version africaine de l'actualité internationale. Et je pense que la plupart des jeunes ou la plupart des moins jeunes me reconnaissent au moins d'avoir
raconter l'histoire de l'Afrique contemporaine autrement. Archives d'Afrique est devenue une marque à un certain moment donné, et je n'en suis pas peu fier. Et je continue ça sur d'autres supports. Il y a une version vidéo, parce que Archives d'Afrique m'appartenait, ça n'appartenait pas à RFI. C'est pour dire à quel point j'avais envie que ça n'appartienne pas à quelqu'un, mais que ça reste africain. Donc, Archives d'Afrique, je l'ai fait. Ensuite, il y a eu Médias d'Afrique. Jules, tu sais très bien, Médias d'Afrique, l'idée de Médias d'Afrique, c'était de donner la parole aux journalistes africains pour qu'on écoute une autre version de l'actualité internationale, la version africaine de l'actualité internationale. Ça n'était jamais arrivé sur un média. Et violenter un média au point de prendre des éditoriaux africains qui étaient les plus durs pour les mettre sur cette antenne-là, il fallait le faire. Et c'était en quotidienne. Je l'ai fait pendant 16 ans. En quotidienne de lundi à vendredi pendant 16 ans. Et ça a permis de connaître un certain nombre de journalistes africains. Bien entendu. Ils ont émergé en étant écoutés sur cette antenne qui était une antenne première. Ouais. Et je pense on se rappelle effectivement Sacré Sédou Ouedraogo, Jean Katangana au Cameroun, Ouezin Luoulon, et certains sont devenus des correspondants de RFI. Je pense à Peter Dorbé par exemple, ou à Polycarpe Essomba, qui sont devenus des correspondants parce qu'on les a écoutés sur Médias d'Afrique. Et en plus, je luttais à l'intérieur pour que nous africanisions les correspondants. Je pense qu'ils sont un certain nombre de correspondants qui doivent me reconnaître d'avoir mené cette lutte-là. C'était ma part que j'apportais dans cette maison. Et puis il y a eu le débat africain que j'ai récupéré, dont j'ai hérité de Madeleine Moukamabano, qu'il fallait rebooster. Je pense l'avoir fait avec une certaine force, puisque c'est devenu l'un des rendez-vous phares de cette antenne, où on n'était pas complaisant, et je pense qu'on peut m'accuser de tout, sauf d'avoir été complaisant dans ce magazine-là, ou sauf de n'avoir pas été panafricain. Et puis je termine par le fait quand même que pendant longtemps, nos dirigeants étaient essentiellement interviewés par d'autres, avec ce que cela comporte, avec les clichés que l'on peut connaître. Je me suis donné la mission de les interviewer en étant sans complaisance. On en parlera. Vous avez oublié Afrique Plus, même si ça a été bref. Peut-être que c'est. Donc tu vois que je me suis démerdé. Je ne suis pas trop mal démerdé, je crois, oui. Parce qu'Afrique Plus c'était la première fois où on décidait de montrer les Africains qui réussissent, pas ceux qu'on allait voir qui sont les banabana, des chefs d'entreprise, des grands capitaines d'industrie. Et je pense que sur ce plateau-là, en reportage, non rémunéré, je dois le dire, souvent financé par moi-même. J'allais chercher des personnes pour les montrer en disant, voilà, l'Afrique, ce n'est pas que la famine, ce n'est pas que les guerres, ce n'est pas que les pandémies, c'est aussi des gens qui entreprennent. Je pense qu'il y a un certain nombre de capitaines d'industrie qui sont passés par ici. Je pense à Jean Kakou Diagou, par exemple, du groupe NCA, qui a créé l'une des plus grandes assurances du continent. Je pense à Paul Fokam-Kamenier, de Vox Africa, qui est le patron de Afriland First Bank, qui est passé par ici. Et je peux en citer comme ça un bon nombre. Je pense à Azalaï, puis le groupe Azalaï avec Mossadegh Bali. Qui est-ce que je n'ai pas cité? Ils sont nombreux. Je ne vais pas tous les citer ici. Donc pour moi, c'était une façon de montrer l'Afrique autrement. Est-ce que je l'ai bien fait? Est-ce que je l'ai mal fait? Je ne sais pas, mais j'ai essayé. Mais il y a une curiosité, Alain. C'est-à-dire que quand tu arrives à RFI, c'était un instrument au service de la France. D'ailleurs, RFI dépend du ministère français des Affaires étrangères. Est-ce que dès le départ, tu as conscience de cela? Moi, j'ai conscience d'une chose. J'ai plutôt tendance à penser que quand on quitte une femme ou quand une femme vous quitte, vous évitez de parler l'un de l'autre. Ça s'inscrit dans l'élégance, ça s'inscrit dans la galanterie. Donc parler de RFI, c'est pas tellement un truc dont j'ai envie spécialement, parce que c'est un peu comme si vous vous êtes quitté et tu as envie d'étaler. Oui, enfin, je pose la question évidemment parce que, comme tu as dû le remarquer, parmi la floraison de critiques ou de commentaires après ton départ de RFI, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, c'est de dire il a servi le maître et aujourd'hui il retourne sa veste. Mais celui qui m'a vu servir le maître, comme ils disent, a vu ce que je faisais à l'intérieur de cette boîte. Et je pense que je viens d'en parler, je pense que j'ai joué ma partition, qui n'est pas une partition qu'on peut considérer comme complaisante. Je mets au défi quiconque de cela. Ensuite, à côté de ça, j'ai dit, il faut que les Africains, je ne parle pas de ceux qui s'excitent sur les claviers, parce que eux, c'est des situations pathologiques graves. Je pense que eux, c'est plus du domaine du psy. Mais je pense que l'Africain doit s'inscrire dans la démarche de comment je construis, pas dans la démarche de je déteste simplement. Il faut dénoncer, c'est évident,
et je pense que certains le font très bien, mais en même temps, il faut s'inscrire dans l'avenir. Dit que j'ai servi le maître, il devrait plutôt regarder qu'est-ce que Foka a fait comme contenu jusqu'à maintenant. Et si Foka n'avait pas été là-bas, qui l'aurait fait? C'est plutôt comme ça que je vois la chose. Et Jules, je n'ai pas besoin de me justifier à des gens qui sont sur des réseaux sociaux, qui n'ont que le clavier. Non, mais il y a bien d'autres gens qui ont besoin de comprendre. Alors, comment ça s'est passé? Et on va terminer par là sur cette partie concernant RFI. Les 32 ans, comment ça se passait avec la hiérarchie? Parce que comme tu l'as si bien relevé, les programmes étaient atypiques. Parfois, pouvaient ramer à contre-courant de la ligne éditoriale de la maison. Archives d'Afrique, c'est très bien de le rappeler, ça n'a jamais été un programme qui a appartenu à RFI, mais ça t'appartenait à toi. Alors, comment pendant ces 32 ans, tu as surfé entre la hiérarchie, entre la volonté d'une certaine ligne éditoriale et toi, ton ambition? Je serais malhonnête si je dis que c'était l'amour tous les jours. Mais ce n'était pas surtout de la part de la hiérarchie, parce qu'il y avait un PDG qui m'appelait le poil à gratter. J'étais un peu le bonhomme qui était pas dans la ligne. Mais en même temps, je ne me faisais pas d'illusions. Je veux dire, j'étais un peu un prétexte. Que vous voyez, on est libre, Foka, il dit ce qu'il a envie de dire. Les relations n'ont pas toujours été faciles, mais il y a eu des patrons qui étaient plutôt très arrangeants, qui étaient plutôt de bons patrons, à mon avis, qui me laissaient faire ce que j'avais envie de faire, parce que pendant toute cette période, tous ont découvert Archives d'Afrique à l'antenne. Tous ont découvert le débat africain à l'antenne. Tous ont découvert les médias d'Afrique à l'antenne. Et les interviews que je faisais, même si ça ne plaisait pas à certains de mes camarades, mais pour des raisons évidentes, je les ai faites. Je n'ai pas eu, on va dire, une pression particulière, mais parce que j'étais un peu le poil à gratter, et le prétexte à un moment donné. Donc tu assumes le fait d'avoir été à un moment donné, pas seulement toi, je sais qu'il y a d'autres gens aussi, Jean-Karim Fall et tout. Est-ce que tu assumes le fait d'avoir été à un moment donné utilisé comme un prétexte pour davantage africaniser l'antenne des RFI, qui doit, comme on le sait tous, sa plus grande part d'audience au continent africain? Je ne sais pas si je vivais ça comme un prétexte. J'étais dans un environnement et j'ai dit, j'ai envie de dire ce que je dois dire. Si on me laisse le dire, c'est déjà pas mal. Je pense que si les Africains m'ont plébiscité à un certain moment, c'est parce que je disais ce que j'avais à dire. Et c'était ça le plus important pour moi, que je sois prétexte ou pas, que je sois là ou pas. RFI aurait existé et RFI aurait fonctionné de la même façon. Il fallait une voix au moins à l'intérieur qui dise le contraire de ce que j'avais à dire. Et on était un certain nombre où on était très soudés. Avec Claudie Siard, on est très très soudés. Le défunt Mevegué et moi, on était très très soudés. C'était mon petit frère, Mevegué. Et on arrivait à faire passer des messages que nous avions à passer. Jean-Karim Fall, le défunt, on était très 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 proches. Ça me permettait d'avoir avec eux des discussions pour dire ce que nous avions à dire. Parce qu'après tout, on pleurniche beaucoup. On est dans les pleurs en permanence. Mais ce média, il est financé par le contribuable français. Bien sûr. Il fait ce qu'il veut. Pourquoi on ne crée pas le nôtre? Pourquoi, au lieu de geindre, on ne ferait pas mieux d'avoir les nôtres qui disent ce qu'on a à dire? Ce média existe, point à la ligne. Il arrose nos pays, c'est un fait. Est-ce qu'il faut le regarder de côté? Et puis, si vous n'êtes pas content, si les Africains le détestent à ce point, il suffit de rien, hein, on ferme, point. On regarde une autre chaîne. Hein. Comme c'est le cas actuellement dans l'AES. Je ne sais pas, mais moi, ce que je dis, c'est simplement que même si, dans votre pays, la chaîne émet, vous avez le choix de l'écouter ou pas. Mais dans le même temps, vous vous rendez compte que ceux qui critiquent le plus sont ceux qui regardent. Ils se lèvent le matin avec ça, se couchent le soir avec ça, et dénoncent. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, quand vous dénoncez, vous ne regardez pas. Depuis que j'en suis parti, je n'ai jamais regardé. Alors, dernière question sur RFI. On va dire RFI et France 24, parce que tu as travaillé également. Oui, c'est la même France maison. 24, c'est quasiment la même maison. Alors, depuis que tu es parti, ça fait quelques mois, quel est le regard que tu portes? Est-ce que tu écoutes en toute honnêteté, RFI? Est-ce que, voilà. En toute honnêteté, oui, bien sûr. Je n'ai jamais regardé, je n'ai jamais écouté depuis que je suis parti. Je vais dire, ça doit faire, avant même que je ne parte, je n'écoutais plus l'antenne, pour des raisons qui sont simples. Hein, c'est que moi, j'ai un choix éditorial, je travaille sur autre chose, et je me lève pas le matin en disant que je vais écouter ça. Et puis, ayant travaillé sur le continent, pendant tout ce temps-là, j'ai mes réseaux d'information, mes réseaux de communication qui font que j'ai pas besoin de regarder par là. Et même le débat africain, vous l'écoutez pas. Vous savez, vous avez été remplacé par Namori Dosso. Est-ce que... Qui est quelqu'un que j'aime bien, mais j'ai jamais écouté. Ouais. C'est triste, mais j'ai jamais écouté. Ça m'est pas venu à l'esprit d'écouter, j'écoute autre chose. Ouais. C'est un divorce totalement consommé.
Oui, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas, comme je viens de dire, je ne suis pas dans la démarche de contre. Je suis pour faire quelque chose. Donc ce qui est contre quelqu'un, ça ne me parle pas tellement. Je suis plutôt pour construire. Bon, c'était une partie de ma vie, j'avance. D'accord. Alors, on a beaucoup entendu justement cette partie du départ des RFI, et certains l'ont lié à un certain projet que tu as lancé, Mansa. Alors, explique-nous aujourd'hui quelle est la corrélation entre ton départ de RFI ou du groupe France Média Monde et le projet Mansa. Les gens se sont dépêchés non seulement de faire une relation entre les deux, mais en plus de dire des choses assez amusantes, assez tristes par moments. Ça fait longtemps qu'on travaille sur Mansa, quand même. Je ne sais pas, Jules, bon, tu fais ton métier de journaliste, donc tu dois être le plus détaché possible. J'essaye, je dois avouer, pour être totalement honnête, qu'on a hésité à faire cette interview. Voilà, c'est pour ça que j'étais embarrassé de faire l'interview avec toi, parce que tu connais la vérité de l'intérieur. Mansa, ça fait longtemps qu'on travaille dessus, non? Et ça fait un moment déjà où je me suis dit, oui, il y a des gens qui dénoncent, et c'est très bien, et avec eux je dénonce une situation, ce qu'on a fait à l'Afrique, le mal qu'on continue de nous faire, les pillages dont on est victime. Mais une fois qu'on a pleuré, il faut s'inscrire vers la construction, vers le projet. Et comme je dis toujours, le rejet ne constitue pas un projet. À 60 balais, à un moment donné, il faut se dire, c'est quoi le projet? Qu'est-ce que je donne aux autres? Peut-être qu'il faut que j'amène les autres à construire, ne pas pleurer seulement, à se dire, qu'est-ce qu'on veut devenir? Et comme je ne suis pas en train de construire une carrière, je peux dénoncer sans avoir peur d'être sanctionné par une hiérarchie ou etc. Donc, je ne suis pas parti pour Mansa. Mansa, c'est un projet qui travaille depuis un bon moment, sur lequel on se dit comment on va repenser l'Afrique. Donc, ceux qui ont pensé ça se sont totalement trompés. À côté de ça, je me suis dit, Alain, maintenant, tu n'as plus spécialement quelque chose à prouver là où tu es. Prouve-le en faisant quelque chose d'autre. Et j'ai d'autres projets sur lesquels je travaille. Notamment à Faux Média. Et c'est à Faux. Qui est à Faux Média que tu as lancé. On va en parler. Je voudrais qu'on reste quand même un peu sur Mansa, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Mansa. Mansa a été lancé à Lomé, au Togo. Et l'une des questions qui revient, c'est pourquoi le choix du Togo pour installer le siège de Mansa, qui est une SAS. Il faut le préciser, je suis obligé de donner des informations. Je vais pas faire semblant, étant moi-même porte-parole de Mansa. Alors, on peut revenir là-dessus. Pourquoi le choix du Togo? Pourquoi avoir choisi d'implanter le siège de Mansa? Et peut-être toi aussi, parce que d'après les informations qui circulent, tu vivrais désormais à Lomé, au Togo. Moi aussi, j'ai appris par la presse que je vivais désormais au Togo. Et j'en ai pris acte. C'est vrai que je viens très souvent au Togo. Je viens au Togo depuis 1989, depuis que le vieux était aux affaires. Et je n'avais jamais encore remarqué que le fait de venir était un péché. Pourquoi pas le Togo? Pourquoi pas le Togo? C'est encore là une des choses qui est triste en même temps, parce que avec ça, tu te rends compte que même si aujourd'hui on recommençait la traite négrière, il y aurait quand même pas mal de nègres qui vendraient leurs frères à la même vitesse et avec le même plaisir. Non. Mansa, pourquoi pas Lomé? C'est plutôt la question que devrait se poser un certain nombre de personnes en se disant, est-ce que Foucault est le seul à choisir la direction du Togo? Quand vous regardez au Togo, vous avez des banques qui s'installent ici, des sièges de banques qui choisissent le Togo. Je pense à Ecobank, je pense à Orabank, je pense à d'autres banques que je ne vais pas citer ici. Et puis à côté de ça, le Togo est devenu un hub. Les gens se battent ici, et tu le sais bien, Jules, pour pouvoir s'installer. C'est qu'il y a bien quelque chose, c'est qu'il y a bien un avantage, c'est qu'il y a quelque chose qu'offre le Togo. Pourquoi est-ce que Foucault ne pourrait pas en bénéficier? Ça, c'est un premier volet. Au-delà de l'amitié que je peux avoir avec le président de la République ou avec d'autres personnes au Togo, ça a dû jouer, évidemment, mais pour moi, j'ai regardé l'endroit qui était le mieux placé pour pouvoir s'installer, pour pouvoir installer Mansa. Il y avait le Togo. Et je regarde, ceux qui critiquent aujourd'hui ne sont pas mécontents que Askai soit sur place. C'est le seul pays où vous pouvez aller de n'importe où, en un seul vol, et être là. C'est vraiment un hub. Donc c'est à saluer. Que ça plaise ou non, qu'on soit du gouvernement ou non, c'est un fait. C'est un endroit où on trouve des banques qui donnent des emplois aux gens, des sièges de banques qui s'installent, des institutions financières qui s'installent. Je ne vais pas toutes les citer ici. Et puis,
Il y a quelque chose quand même dans ces gens qui se disent panafricanistes, les panafricanistes du clavier, qui me surprend. Je suis africain, j'ai choisi un pays, c'est mal. Si j'avais dit je vais au Cameroun, les mêmes auraient dit, vous avez vu, il rejoint le Biya pour le soutenir. Hein? Puisqu'il ne disait jamais du mal de Biya, vous avez vu, non? Il est rentré au Cameroun. Pourtant, c'est mon pays. J'aurais pu rentrer au Cameroun, j'aurais eu cette critique. Je serais allé au Congo démocratique, par exemple, on aurait, c'était un projet Félix. On l'a installé en RDC. Je serais allé au Niger, on dit, il est allé dans le pays de sa femme, où on va le protéger, etc. Je ne sais pas le pays où je serais allé. Donc, quel que soit l'endroit, il y aurait eu des choses à dire. Il y aurait eu un problème. Je serais allé en Côte d'Ivoire, on dit, allez, ça y est, vous avez vu, il a quitté la capitale pour aller dans la province. Comme j'ai déjà entendu un certain nombre de personnes appeler la Côte d'Ivoire par rapport à la France. Donc, quel que soit le choix que j'aurais opéré, ça aurait fait il y aurait eu des griefs. Mais quand même, il y a une chose qui est évidente. Pour celui qui connaît comment je fonctionne, qui sait que je suis par monts et par vaux sur tout le continent, je ne peux pas m'installer dans un seul pays. J'ai des maisons dans plusieurs pays où je vis. J'ai des domiciles où je descends dans la plupart de ces pays-là, parce que pour faire du panafricanisme, c'est pas dans sa chambre en Allemagne, à Bruxelles ou à Paris qu'on va faire ça. Non, il faut être sur le terrain. Non, je suis pas en train de jouer à me cacher. J'ai une bonne relation avec le président Faure, ça ne date pas d'aujourd'hui. J'avais une bonne relation avec le père. Est-ce que je dois en avoir honte? Non, pas du tout, je n'en ai pas honte. Je ne suis pas dans la politique politicienne, je ne suis pas dans la politique togolaise. Et j'ai vu cette photo que l'on a baladée, qui était à Kara, dans le Nord, depuis 19 ans. Je viens de façon permanente, enfin, de façon régulière, le 5 février, au Togo pour la commémoration de la mort du père. Je suis un Africain et j'ai cette habitude-là de respecter un certain nombre de traditions. C'était quelqu'un pour qui j'avais du respect et qui me témoignait autant de respect. Et je viens à toutes les commémorations. Mais là, d'un coup, je suis devenu conseiller parce que j'étais dans la salle et que quelqu'un a filmé. Du président autour des membres du gouvernement. Avoue que ça peut prêter à confusion. C'est quand on m'a dit ça que je me suis rendu compte que j'étais pas loin du président, sauf que en fait j'étais arrivé en retard et je ne vais pas souvent à la messe. Donc d'un coup on a dit à la messe, est-ce que tu y vas? Et puis j'ai trouvé un fauteuil et Dieu merci, c'était pas loin de lui. Mais tu sais alors qu'on ne laisse pas n'importe qui s'asseoir proche du président. Ah bon, sur ce coup-là, alors, je ne suis pas encore conseiller. On ne me l'a même pas proposé, mais je pense que le président Faure sait très bien que je ne quittais pas un maître pour un autre. Alors, tu as beaucoup parlé de la relation avec le père et Adéba. C'était quoi la nature de vos rapports? Des relations, comment je dis, presque de père à fils, dans le sens où le président Adéba un jour a écouté Archives d'Afrique et a cru que je m'appelais Alain Focard. Donc a cru que c'était le fils de Jacques Focard. Alors et ça a été la même chose avec le président Omar Bongo, qui croyait que c'était le fils de Jacques Focard. On demandait à me rencontrer. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, mais vous êtes noir, mais vous pouvez pas être son fils. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il a cru ça. Et il m'a pris d'affection, il m'a félicité. Il a dit, très bien, j'aime bien Archives d'Afrique, je l'écoute. Et bravo pour ce que vous faites. Il m'a souvent donné des informations sur ci ou sur ça, mais personne n'a le souvenir que j'ai été complaisant avec le président Adéba. Qu'il respectait. Le fait que je sois libre, c'était même peut-être ce qu'il respectait le plus. Alors, justement, on va revenir sur Mansa et cette proximité avec Faure. On a aussi entendu dire que c'est le président Faure qui finance Mansa. Bon, Jules, on va arrêter le délire. Enfin, il y a des coïncidences. Moi, je fais l'avocat, entre guillemets. Tu fais bien l'avocat du diable. Et voilà. C'est-à-dire que pourquoi Lomé, la proximité à l'Infoca, le président Faure, Mansa, si le président Faure pouvait entendre ça. Qui finance Mansa. Et si rapidement, certains ont vu la main du président Faure derrière. Si le président Faure pouvait entendre ça et nous donner un peu d'argent, on ne dirait pas non. Hein. S'il peut écouter ça et dire, allez, je vous donne un peu d'argent, ça va nous arranger. Jules, tu sais très bien comment Mansa est financé par nous-mêmes. Personne n'a encore donné un centime à Mansa. Les voyages que nous faisons, nous les finançons par nous-mêmes. Et je pense qu'à un moment donné, il faut que ceux qui s'excitent derrière leur clavier fassent un effort pour être crédibles, parce que ça discrédite un peu un environnement qui aurait pu être un environnement extraordinaire pour les Africains, les réseaux sociaux, puisque ça leur donne un média. Sauf que c'est pas compliqué. Mansa est financé par les membres de Mansa.
Et c'est en cela qu'on est fort. Et on espère qu'on sera suffisamment nombreux pour que les populations viennent aussi en se disant, voilà des gens qui veulent repenser l'Afrique. Le minimum pour nous est de les accompagner et de leur donner un petit quelque chose pour qu'ils s'en sortent. Nous tirons le diable par la queue, mais nous avons accepté ça, de dire, voilà, ok, on va repenser l'Afrique, on va faire des réunions, on va faire des retraites pour penser sur tel et tel sujet, et nous finançons nous-mêmes. Mais lorsque quelqu'un dit c'est financé par tel ou tel président, j'ai du mal avec ça parce que oui, mais l'argument qu'on me donne aussi, c'est qu'Alain Foka, président de Mansa, journaliste et tout, ne parle jamais du Togo. Alors qu'il y a des problèmes au Togo. Il y a des problèmes avec des opposants au Togo. On voit Alain Foka parler de beaucoup de pays, mais le Togo, visiblement, c'est... Mais je pense que ces gens-là feraient mieux de revisiter un peu le travail que je fais, mes contenus. Je n'ai jamais éludé un pays, aucun. Même les pays de ceux qui sont vraiment des amis très très proches, je n'ai jamais éludé. Sauf que sur le Togo, qu'est-ce que je dois dire en particulier? Peut-être qu'il faudrait qu'ils m'aident là-dessus. Ben, ils le disent tout le temps, il y a des opposants en prison, il y a... Ceux qui me tapent aujourd'hui dessus sont passés tous dans mon émission. Je pense à un ancien Premier ministre qui m'a dit un jour, Alain, puisque il en est ainsi, on va s'occuper de toi. Parce que d'un coup, il m'a vu venir au Togo, alors que lui, je l'ai invité au moins une dizaine de fois sur mon plateau. Et le pouvoir en place me fait souvent le reproche de les inviter un peu plus sur mon plateau. Non, c'est ridicule. Ceux qui me demandent de parler de leur pays et que je ne parle pas du mien, peut-être qu'ils devraient parler du mien, ça m'arrangerait bien. Oui, parce que peut-être on va finir avec l'épisode des pays pour lesquels tu ne parles jamais. On parle du Togo, effectivement, et on parle aussi du Cameroun, qui est ton pays. On a beaucoup vu, on dit, mais Alain Foka, il parle jamais du Cameroun avec tout ce qui s'y passe. Mais Jules, est-ce que c'est vrai? Je suis mal placé pour répondre. Moi, mon avis personnel, c'est que peut-être c'est pas assez. Bon, je peux pas dire que tu parles jamais du Cameroun, tu en as parlé. Mais peut-être quand j'en ai parlé d'ailleurs, ce qui m'a surpris, c'est que quand j'en ai parlé d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup entendu après le battage que ça a suscité, les confrères me défendre ou réagir. Il te souvient quand même que pendant plusieurs semaines, je faisais l'objet d'un matraquage extraordinaire dans une certaine presse au Cameroun, avec une histoire de proximité sociologique, que j'aurais une proximité avec Maurice Kamto, simplement parce que j'avais invité un activiste, et Richard Bonnat. À ce moment-là, j'ai pas beaucoup écouté. Cela dire, ils ne parlent pas du Cameroun et je les ai pas vus me défendre tellement. Ensuite, il y a eu l'histoire du train de Bolloré qui avait déraillé, où on avait dit qu'il ne faut pas en parler, et où j'ai parlé de ça régulièrement. Et quand les autorités camerounaises me tapaient dessus, j'ai pas vu la presse se dire, mais pourquoi vous lui tapez dessus? Mais est-ce que tu comprends ceux de tes compatriotes camerounais qui estiment qu'avec la voix qui est la tienne, tu devrais plus parler du Cameroun, parce que non, le Cameroun, c'est quand même un cas atypique. On a un chef de l'État qui est là depuis plus de 42 ans. Aujourd'hui, le quotidien des Camerounais, c'est manque d'eau potable, manque d'électricité. On a aujourd'hui plus d'une centaine de prisonniers politiques. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui en prison. C'est évident qu'ils n'ont rien fait. Les dossiers sont bidonnés au niveau du tribunal militaire. Enfin, c'est aussi gros que le nez sur la figure. Des gens estiment que si Alain Foka parle de ça, ça aura une autre résonance. Est-ce que tu peux... J'aimerais bien qu'on m'aide à en parler. J'aimerais bien qu'on m'aide à en parler parce que d'un coup, on me donne une place extraordinaire. Nous sommes un certain nombre de journalistes camerounais parce que dans ce domaine-là, les Camerounais ont plutôt pas trop mal réussi. Et la question ne posait qu'à moi. Alain, ils n'ont pas ta notoriété. La question ne posait qu'à moi. Ils n'ont pas ta notoriété. Que ceux qui me font ce procès fassent le travail pour moi. Je serai admiratif. Je serais content que ces étrangers qui disent pourquoi ils parlent seulement des autres pays, ils devraient parler de son pays, qu'ils parlent aussi du mien. Je serais bien content qu'ils en parlent. Je parle de ce que je connais. Je suis parti du Cameroun il y a une quarantaine d'années. D'accord? Je n'ai jamais fait une carrière un seul jour au Cameroun. Donc le Cameroun, dans l'ensemble de ce pays, est un pays comme un autre, j'ai presque envie de dire. Bien sûr, c'est mon pays pour lequel j'ai un attachement extraordinaire. Je voulais justement dire, je connais ton attachement pour le Cameroun. Oui. Donc ça me surprend que mais en même temps, professionnellement, je ne suis pas comme un pays. Professionnellement, je ne suis pas spécialement outillé. Mieux outillé en tout cas que les excellents journalistes que je croise au Cameroun. Parce que s'il y a bien quelque chose de fabuleux au Cameroun, c'est que tu trouves d'excellents journalistes.
Je ne suis pas aussi outillé qu'eux. Là, par exemple, ça fait presque 4 ans que je n'ai pas mis les pieds à Yaoundé, au Cameroun. Comment puis-je en parler plus? Et mais est-ce qu'il faut forcément... Comme dit Richard Bonnat, et il a été inspiré par Dieu ce jour-là, je crois, il dit, si on vous explique le Cameroun, et vous avez compris, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué. On ne vous a pas bien expliqué. Moi, je suis incapable d'expliquer le Cameroun, d'expliquer un pays qui est dans une inertie extraordinaire, où vous n'avez pas quelqu'un qui émerge, et où lorsque quelqu'un émerge, on lui coupe la tête. Et avec les applaudissements des autres. Quand vous regardez ce pays-là, vous vous dites, c'est quoi ce truc-là? C'est un cas d'école. Mais je vais parler de quoi là-dessus? Et dès que vous ouvrez la bouche, dès que vous dites un truc, ceux qui étaient avec vous, vous condamnent avec la même force que ceux qui vous détestent. Au départ, j'ai trouvé, dès que j'ai dit un mot, on dit, le Bamileke, il est en train de défendre sa tribu. Dès que je ne dis rien, les Bamileke disent, il est avec les autres. Tu ne sais plus où mettre les pieds. J'aimerais bien en parler, mais je pense que les autres sont plus qualifiés que moi pour en parler. Je pense, On va se contenter. Parce qu'il ne faut pas croire que je sois si bon que ça, je cherche pas. Enfin, je pense pas que c'est au niveau du professionnalisme. Enfin, les gens veulent la voix dans l'info. Mais je veux dire quoi? Que ce monsieur qui a une 80aine d'années, qui est fatigué. 91 ans. 91 ans, qui Récemment. est fatigué, que je dise ça, et que je dise que il est temps qu'il parte. Mais je l'ai déjà dit, et tout le monde le pense. Même le gosse le pense. Donc je n'invente rien quand je dis ça. Mais une fois que j'ai dit ça, on fait quoi? C'est moi qui vais aller là-bas faire ça ou pas? Tout le monde le pense. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on arrive au bout d'un cycle. C'est la vie qui est comme ça. Ce monsieur, il a passé 42 ans. L'âge passe, comme moi, je suis passé par d'autres étapes que je ne recommencerai pas. Je ne retournerai pas sur le terrain pour couvrir des guerres, etc. À un moment donné, il faut que ce pays-là change. Mais si on veut chercher des boucs émissaires, alors, je suis un bouc émissaire peut-être qui ne parle pas assez de mon pays, qui ne dénonce pas assez, mais on dénonce des choses quand on ne les voit pas quelquefois. Mais là, c'est comme le nez au milieu du visage, comme vous le dites. Chacun voit qu'on est en bout de course, que ce qui devrait être la locomotive de l'Afrique centrale est à l'arrêt. Je ne fais un procès à personne où je n'invente rien, tout le monde l'a dit dans toutes les langues. Une fois que j'ai dit ça, ça change quoi? Alors, ça change quelque chose. Alain Foucault sauf que je l'ai déjà dit, je l'ai dit. Dans la dernière interview que j'ai eue avec toi, qui remonte à une dizaine d'années, je l'avais dit, non? Bien, et je l'ai dit. Le problème avec le Cameroun, c'est qu'on a l'impression, après le temps, qu'on redit les mêmes choses et que, justement, ça change. C'est là tout le problème. C'est qu'une fois que vous avez dit ça, vous faites quoi? OK? Et vous faites quoi après? Mais est-ce que, pour sortir sur le Cameroun, est-ce que tu es inquiet, Alain? Très inquiet. Qui ne le serait pas? Qui ne le serait pas? Vous avez un pays où vous avez à la tête de l'État quelqu'un qui a 91 ans. Tu me rappelais que ça fait 91 ans. Il a 91 ans. À 91 ans, pour paraphraser le président Alassane Dramane Ouattara, à 91 ans, on ne peut plus faire ce qu'on faisait à 80 ans, on ne peut plus faire ce qu'on faisait à 70 ans, etc. Donc, c'est pas lui faire insulte que de dire qu'on arrive. Mais certains vous disent qu'il est comme du bon vin, c'est-à-dire se bonifier avec l'âge. Ça va. Et on vous prend aussi l'exemple du président des États-Unis, le président Biden qui dirige la première puissance du monde. Il n'a pas l'âge du président Biya. Oui, mais il est assez âgé. On commence déjà à se poser la question de savoir s'il pourra suivre le prochain mandat. C'est pas moi qui le dis, tu écoutes ça sur tous les médias. Ce pays, il fait peur. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer après? Attends, on dit que je ne parle pas, mais sur Zogo, le journaliste qui a été assassiné, combien d'émissions j'ai pu faire sur Zogo? Alors qu'on avait dit à la presse locale de ne pas en parler. Moi, je continuais d'en parler. Sur la guerre dans le Nozo. En venant ici, je regardais à peu près combien d'émissions j'ai pu faire sur la guerre dans la zone anglophone. J'en ai fait 7. 7, je mets au défi des confrères sur place qui aient fait autant d'émissions sur la crise anglophone. Lorsqu'on dit que je n'en parle pas, c'est juste que les gens veulent que je parle de ça tous les jours. La crise anglophone, j'en ai parlé. L'assassinat de Zogo, j'ai même reçu des confrères qui finalement se sont exilés parce que leur vie était menacée. Or, j'en ai fait des émissions dessus, j'en ai fait 3, et pas n'importe lesquelles. Sur à un moment donné, tu dis, je ne veux pas venir faire un inventaire. Alors quand j'écoute ça, la question que j'ai envie de te demander, c'est, selon toi, d'où vient ceux qui peuvent être considérés aujourd'hui comme tes ennemis, notamment sur les réseaux sociaux?
selon toi, ça vient d'où? Est-ce que ça viendrait pas, première hypothèse, de la France politique, qui est, n'ayons pas peur de le dire, ton ancien employeur, qui visiblement, et on peut comprendre pourquoi, n'a pas vu d'un bon œil ton départ et surtout ta liberté exacerbée, notamment depuis la création de ta chaîne YouTube, ou alors de certains Africains qui supportent mal ta notoriété et te reprochent aussi, comme c'est le cas, on parlait du Togo tout à l'heure, ta proximité avec certains dirigeants. Selon toi, où est-ce que ça vient? Alors, tu as cité en gros ce qui pourrait être des adversaires. Mais moi, je prends toujours cette citation du président Houphouët-Boigny qui disait « Même le bon Dieu n'a pas réussi à faire l'unanimité auprès de ses créatures. » Que j'ai des adversaires, des ennemis, des gens qui ne m'aiment pas, c'est normal, à la limite. Ce qui m'importe le plus, c'est que je regarde, et c'est ça qui a de fabuleux sur ces chaînes, ces plateformes-là, c'est que tu peux regarder ceux qui t'aiment. Et je regarde que je ne suis jamais descendu en dessous de 97% de ceux qui me regardent, qui m'aiment. S'il y a 3% qui s'excitent, quel intérêt qu'ils viennent de n'importe lequel des camps que tu viens de citer, ça n'a pas tellement d'importance. Et puis il y a le fait aussi qu'il y a certains qui m'attaquent. Mais parce que ça s'est quand même exacerbé ces derniers temps. Oui, ils se sont un peu excités. Ton départ des RFI. Ouais, ils se sont un peu excités parce que c'est peut-être savant. Et puis aussi, moi je regarde toujours ce chiffre, 96 à 97% des gens qui apprécient ce que je fais. Est-ce que c'est pas le plus important? Si aux élections quelqu'un a ce suffrage-là, c'est le score à la soviétique. Il y a des gens qui n'en sont pas très loin. Hein. Il y a des gens qui le score à la soviétique. Et puis il y a ceux qui ne peuvent pas arriver, qui rêvent de faire ce que je fais. Je sais que Dieu m'a donné une chance extraordinaire. Je n'ai pas plus de talent que d'autres, mais Dieu m'a donné une chance extraordinaire d'être là où je suis et de faire ce que je fais. Voyager sur le continent, tourner dans des endroits où personne ne va, dans des conditions qui sont pas des conditions, on va dire, aisées. Je comprends que ça puisse embêter un certain nombre de gens. Tu vois, Jules, la vraie bataille africaine, c'est de faire du contenu. Moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et quand vous faites du contenu, les gens vous aiment parce qu'ils vous jugent sur ce que vous avez produit. Il y a ceux qui n'arrivent pas à faire du contenu, qui sont malheureux parce qu'ils se disent pourquoi on l'aime. Sauf que je vais leur dire qu'ils fassent du contenu, ils vont voir à quel point on va les aimer. Quand vous allez faire des reportages dans des endroits les plus fous, et que vous ramenez l'information brute, les gens se disent « waouh !» et ils apprécient. Mais si vous êtes là juste à dire du mal de tel ou de tel, on ne va pas bien loin avec ça. Et ça a toujours été mon travail de faire du contenu en permanence. Alors, l'autre chose qu'on a beaucoup entendu aussi, je dois avouer mon amusement et mon étonnement quand j'ai vu ça circuler et grossir, c'est que Mansa serait aussi un projet piloté par la France, financé aussi par la France. Enfin, tu ris à gorge déployée, mais c'est quelque chose qu'on a entendu. Mansa serait composé des nouveaux pions de la France-Afrique. Ah ben, on serait vraiment des pions doués, hein. Et puis, pousser la disruption à ce point-là, franchement, c'est que la France, elle est maso. Non, il faut arrêter. Tu sais, il y a des fois, il vaut mieux ne pas répondre à certaines folies, parce qu'en réalité, le choix des personnes de Mansa, c'est appuyer sur l'indépendance de chacun d'entre nous. Ensuite, c'est le plus divers possible. C'est la grande diversité que l'on a au sein de Mansa. Et ce qu'on est en train de faire à Mansa, c'est de faire adhérer tout le monde pour créer quelque chose, pour repenser l'Afrique. Ce serait exactement le contraire de ce que voudraient les pays occidentaux. C'est-à-dire rejeter tout. De toi à moi, Jules. Qui est capable de dire on rejette leur démocratie à l'occidental de façon aussi nette, en proposant quelque chose à la place, en travaillant à proposer quelque chose, qui est capable de dire on ne veut plus de président omnipotent, omniscient. On refuse que les présidents continuent d'exister, qu'on crée quelque chose à la place, pour finir avec ces gens qui sont à la botte des Occidentaux et qui prennent des décisions qui sont iniques, qui sont des esclaves, qui sont des marionnettes, pour qu'on ait enfin des gens qui gouvernent en étant à l'intérieur, que l'on puisse sanctionner, que l'on puisse virer s'ils ne vont pas leur travail. C'est ce qu'on fait à Mansa, non? Mais maintenant, nous faire ce procès-là, comme j'ai dit, le bon Dieu n'a pas réussi à faire l'unanimité auprès de ses créatures. Alors, qui sommes-nous pour... Alors, il y a une question aussi, je vais poser, parce que comme tu le sais, le travail que Mansa fait n'est pas
si nouveau, même si l'approche peut être nouvelle. Il y a plein d'autres personnes, effectivement, qui, depuis plusieurs années, font un travail de dénonciation et tout. Et j'aimerais effectivement savoir, parce que j'ai aussi vu circuler des gens, à titre personnel, des gens m'ont interpellé, notamment concernant Kémy Séba. Moi, pourquoi moi? Parce que, comme tu le sais, j'ai travaillé avec Kémy pendant longtemps. C'est quelqu'un avec qui on a d'excellents rapports. Il a été chroniqueur sur Vox Africa pendant longtemps. Donc les gens m'ont dit, mais pourquoi pas Kémy Séba dans Mansa? Pourquoi pas Nathalie Yam dans Mansa, qui est aussi quelqu'un que je connais personnellement? Pourquoi pas, comment il s'appelle, Franklin Nyamsi, justement, qui sont des gens qui ont pignon sur rue, notamment sur les réseaux sociaux, qui effectivement sensibilisent depuis des années. Alors, j'aimerais, c'est vrai que même à titre personnel, on n'a pas vraiment eu à évoquer le sujet. J'aimerais On n'en a jamais parlé. avoir effectivement ton regard par rapport à cela. Ce que j'ai envie de dire dans un premier temps, c'est cette propension à opposer les gens. On ne va pas avancer avec ça, et les gens ne s'appuient pas sur l'histoire pour tirer des leçons. Tu vois, quand il y a eu la lutte des droits civiques aux États-Unis d'Amérique, on a réussi à diviser les Africains, à diviser les Noirs, ils se cognaient les têtes. Martin Luther King, Malcolm X, on les divise. Moi, je vais dire un truc. Je n'ai jamais rencontré Kémy Séba, je n'ai jamais rencontré Nathalie Yamb, je n'ai jamais rencontré Franklin Nyamsi. Mais ils ont un rôle extraordinaire. On peut les aimer, les détester, ce qu'on veut. Ils ont fortement impacté la lutte de libération qui est en ce moment, de conscientisation. On peut aimer leur bataille ou pas, leur méthode ou pas. Ils ont impacté. Ils ont fait bouger les lignes. Le CFA qui souffre aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils n'y sont pas pour rien, quelque chose. J'apprécie leur travail, mais nous ne nous battons pas de la même façon. Ils ont fait des choix qui sont utiles pour la cause, et je les respecte. Je ne vais pas cacher que je regarde Nathalie Yamb. Je regarde ce qu'elle fait. Et j'apprécie. Elle a un créneau, j'ai le mien, qui est de dire, moi, je veux construire dans tel sens. Eux, ils construisent dans tel autre. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous opposer? Est-ce qu'on a besoin de se marier forcément pour être fragile, pour être ensemble, pour qu'on nous tire dessus ensemble? Je ne crois pas. Parce que si on est dans un groupe, vous tirez dans le tas, et l'histoire est réglée. Et puis, ils ont leur stratégie. Dans une bataille, chacun a sa stratégie, chacun a sa vision. C'est l'objectif final qui compte. L'objectif est le plus important. Donc, je ne jugerai pas en disant, j'écoute des mots activistes, machin. Non. Je les ai pas encore rencontrés. Je n'ai jamais fait cet effort-là. Et je ne pense pas que ce soit nécessaire. Chacun fait son travail. Chacun mène sa lutte, à sa manière, avec ses moyens, avec sa perception des choses. C'est ça qui est le plus important. Le plus important, c'est à l'arrivée. Alors, est-ce qu'on libère l'Afrique? Voilà. Qu'est-ce que tu penses justement des critiques qu'eux aussi ils ont subies ces derniers temps, et même de ce qu'on pourrait considérer comme une cabale? On les a accusés d'être des agents de la Russie. Ça va nous permettre peut-être de parler un peu de la Russie. Quel a été ton regard par rapport à ça? Mais ceux qui les accusent de ça sont agents de quoi? Je vois des gens qui reçoivent des fonds de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique pour mener leur combat de façon tout à fait officielle. On leur ouvre même des officines, des bureaux, on les installe avec des salaires, officiellement. Mais puisque c'est l'Europe, c'est bien. Et si c'est la Russie, ça serait mauvais? C'est un peu absurde, non? Si on te finance de l'autre côté, boucle-la. Non, soyons sérieux. La bataille est le plus important. S'il y a quelqu'un qui les finance, ils sont suffisamment grands pour savoir où est leur intérêt. Si leur intérêt, c'est l'Afrique, et qu'ils sont financés même par les extraterrestres, on s'en fiche. D'accord? Ce n'est pas ça le plus important. Qu'on soit en train de dire, il a pris ci, il a pris ça, franchement, tout le monde s'en fiche. L'essentiel, c'est que, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Est-ce que la bataille qu'il mène est importante? Ça, c'est à ça qu'on doit les juger. Parce qu'on écoute des gens qui viennent s'installer en Afrique, qui sont des ONG, qui sont des etc., qui sont financés. Ils sont financés pour quoi? Pour, on va dire, développement de la démocratie. Ça veut dire quoi, tout ça? Alors, parlons à présent, et on va sortir de Mansa avec ça. C'est pas le lieu de parler des perspectives et tout de Mansa, parce qu'il y aurait certainement de choses à dire. Alors, il y a aussi quelque chose que j'aimerais évoquer avec toi, c'est ta proximité avec les dirigeants africains. J'essayais au moment de préparer cet entretien de chercher
ceux des dirigeants africains que tu n'as pas interviewés, j'avais du mal. Ceux de la vieille école, parce qu'on parle de Biya qui est là depuis 42 ans, mais toi, ça commence à faire beaucoup. Parce que merci de me vieillir, merci de me rappeler mon âge. Quand on voit Mandela, Mobutu, Omar Bongo, enfin les Bongo, père, fils et tout, Alain est aujourd'hui perçu par certains comme l'ami des chefs d'État. Est-ce que tu assumes cette étiquette d'être considéré comme quelqu'un qui est très proche des dirigeants africains? Alors, je vais répondre en deux volets. En deux volets, c'est qu'on devrait quand même me reconnaître le mérite d'entrer dans toutes ces chancelleries, où seuls les Blancs entraient avant moi. Parce que quand tu regardes l'historique des interviews des dirigeants africains, c'est toujours des Européens qui les interviewaient. Ensuite, dire on est ami des chefs d'État, on n'est pas ami des chefs d'État. Le chef d'État a des collaborateurs, a des proches, a des gens chez qui il prend des infos, a des gens qui l'utilisent, mais des amis, je ne crois pas vraiment qu'on puisse être ami d'un chef d'État. Vous pouvez être ami avant, mais quand il devient chef d'État, c'est un peu plus mitigé. Maintenant, le rôle du journaliste, c'est de parler de ce qu'il sait. C'est de parler de ce qu'il connaît vraiment, qu'il peut démontrer, qu'il a écouté de façon forte. Pour moi, c'est ça le rôle du journaliste. Et je suis toujours amusé par ceux qui utilisent plutôt les clichés véhiculés par les autres. Jusqu'à maintenant, tu entends dire tel est comme ça, tel est comme si on nous a appris à détester nos chefs. Et donc, du coup, certains se sont braqués et ne veulent pas les fréquenter. Moi, je préfère les avoir de l'intérieur, les connaître de l'intérieur, plutôt que d'écouter la rumeur qui vient. Et ayant été où j'ai été, j'ai vu à quel point il était facile de manipuler l'image d'un chef africain. Quand on décide que c'est fini avec lui, on le noircit. J'utilise le terme exprès. Parce qu'en fait, nous ne les connaissons pas. Tu sais ce qui m'a fait vraiment avoir envie de connaître ces chefs, Jules? Non, mais dis-moi. C'est que j'ai entendu parler de Bokassa, qui n'était pas quelqu'un de très fréquentable, je te l'accorde. Mais nous avons appris que Bokassa était un cannibale, que Bokassa mangeait de la chair humaine fourrée au plantain. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible? Et j'ai fait ma recherche. Et j'ai vu comment on a noirci Bokassa pour qu'il disparaisse quand il gênait, quand il était devenu gênant. Et nous avons applaudi pendant qu'on le chassait. J'ai vu comment on a fait tomber Mobutu, que je connaissais. Comment Mobutu est devenu l'homme à abattre alors que c'est eux qui l'avaient fabriqué. Et je me suis dit, non, je préfère ne pas me contenter de leur jugement pour les connaître de l'intérieur. Et j'ai eu cette chance, à un moment donné, qu'ils m'ouvrent leurs portes. Et ils m'ont ouvert leurs portes et j'y suis entré. Et je continue d'y entrer. Parce que ça me permet de parler d'eux, en sachant de quoi je parle, et eux, ils savent que je sais, désormais. Donc je suis à la fois leur relais, mais eux aussi, ils sont mes relais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je parle d'un Macky Sall, je connais Macky de l'intérieur. À partir du moment où je parle d'un Ali Bongo Ondimba, de l'intérieur, je connais Ali Bongo Ondimba. Je connais le personnage, je connais ce qu'il pense, et je ne suis pas dans le cliché. Et je travaille à ça. Et certains ont dit, oui, il connaît les vieux croutons. C'est souvent dur quand on dit ça. Mais je leur ai démontré en allant voir Mamadi Doumbouya. C'est pas un vieux crouton. Il m'a pas. La dernière interview, c'est le président Ibrahim Traoré, que je suis allé voir. Je suis allé voir le président Assimi Goïta. On ne peut pas les accuser d'être ceux qui sont en train de... Et justement, ton regard par rapport à ceux qu'on vient de citer, parce qu'on voit bien ce qui se passe avec l'AES. Tu as parlé d'Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, il y a aujourd'hui Tiani au Niger, je les ai tous rencontrés, etc. Alors, quel est ton regard? Parce que ce qui est amusant avec l'histoire de Mansa, et on vit ça de l'intérieur, c'est que je me suis aussi fait interpeller très violemment sur un plateau en Guinée, où on disait que Mansa, c'est une officine créée par les poutistes pour... c'est plus les Français. Oui, enfin, je veux dire, on entend de tout créé par les poutistes, justement pour soutenir leur discours. Et l'argument, c'était de dire, depuis que Mansa a commencé, excepté le Togo, on a été au Mali, où c'est un militaire qui est aux affaires, on a été en Guinée, c'est un militaire qui est aux affaires, et on sait que récemment, tu étais au Burkina Faso. D'ailleurs, on a confondu la conférence que toi et moi, on a eu à faire à l'université avec un déploiement de Mansa. Donc, pour les gens, Mansa travaille
pour les militaires au pouvoir en Afrique de l'Ouest. Mais je voudrais qu'ils soient un peu plus cohérents, tous ceux qui disent ça, parce qu'un coup, Mansa serait un outil des Occidentaux, un coup, ce serait celui des putschistes. Moi, je n'ai pas le regard qu'ils peuvent avoir sur les putschistes. Et je n'ai pas envie d'être entraîné par les autres ou partager le point de vue des autres sur les putschistes. Même si certains ont trouvé que j'ai été insolent avec Ibrahim Traoré. Mais ça, c'est autre chose parce que c'est un président de la République, mais je fais mon métier de journaliste et quand je viens poser des questions, je pose, il n'y a pas de complaisance. Quand le micro s'allume, il n'y a plus d'amis. On peut être amis avant, mais moi, il y a un personnage qui rentre en jeu quand le micro est allumé. Mais bref, ça, c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est puéril. Mais maintenant, le regard que j'ai sur l'Afrique, sur l'AES, parce que ça devient l'AES, auquel il faut rajouter Mamadi Doumbouya, c'est que je pense qu'on arrive à un moment clé de l'histoire de l'Afrique, où ils sont en train de jouer leur rôle. Ce qu'on a essayé a échoué. On peut dire ça en français, en anglais, en allemand, ça a échoué. C'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à la place? Les militaires ne se sont pas levés pour prendre le pouvoir dans ce pays-là juste par humeur. C'est que ça ne marchait pas. Je fonde juste l'espoir que ces militaires qui sont arrivés vont changer la donne et créer un nouveau modèle. Pour moi, c'est le plus important. Je ne passe pas la journée à me dire c'est un diable, c'est un putschiste, etc. Ça ne m'amuse pas, parce que je me souviens quand même que celui qui a refait la France après la guerre, à qui on a confié le pays, c'était un militaire. Ça n'a gêné personne. Les constitutions que nous avons sont issues du travail d'un militaire avec ses copains. Pourquoi les militaires ne changeraient pas les choses sur le continent? Je fonde beaucoup d'espoir sur ces jeunes-là. Parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils n'ont pas un passif avec les grandes puissances occidentales, ils ne leur doivent rien, et parce qu'ils ont envie de changer leur monde. En tout cas, je l'espère. Moi, ceux que j'ai rencontrés m'ont donné l'impression qu'ils avaient envie de changer les choses. Alors, je vais leur laisser ce bénéfice-là pendant un moment, jusqu'à ce qu'on voit s'ils dérapent ou pas. Mais j'ai tendance à plutôt croire en eux. Quand je rencontre le président Traoré, je discute longtemps avec lui et je me dis, mon Dieu, ça me rappelle quelqu'un que j'ai connu qui est le président Thomas Sankara. Est-ce qu'il va faire aussi bien? Je caresse cet espoir qu'il va faire mieux. Mais je ne peux pas partir a priori en disant, c'est un putschiste, il est en uniforme et qu'il est forcément mauvais ou bien qu'il a arraché le pouvoir. Ceux qui étaient là avant l'ont arraché d'une façon ou d'une autre. Nos élections en Afrique, on sait très bien comment ça se passe. Et chacun est en train d'apprendre aujourd'hui comment la main de l'autre choisissait qui va prendre la relève. Au Niger, on l'a vu. Je suis plutôt en train de penser qu'ils vont changer les choses et je fonde beaucoup d'espoir dessus. Alors, qu'on ne va pas faire tout ça, on fait une transition, après on fait des élections, on remet tous ceux qui ont pillé pendant toutes ces années au pouvoir. Parce que c'est l'éternel recommencement et c'est le moment de tout casser. On casse tout et puis on recommence. Alors, on a beaucoup parlé de l'AES, parlons maintenant de la CEDEAO. La question aujourd'hui, c'est que va devenir cette institution? Est-ce qu'elle peut tenir avec justement le départ du Mali, du Burkina et du Niger et avec toutes les critiques qu'on fait aujourd'hui à cette institution? Alors, on va dire, c'est un peu facile parce que les gens ont vu les chroniques que j'ai pu faire sur la question. L'idée de la CEDEAO était une très belle idée au départ. Et je pense qu'elle doit nourrir encore des générations, se regrouper et faire des choses ensemble sur le plan économique. C'était une excellente idée et il faut saluer cette idée. Maintenant, quand quelque chose ne marche pas, il faut savoir s'arrêter. C'est une évidence que ça ne marche pas. C'est un outil qui est piloté par d'autres. Et le principe du qui paye commande, on l'a vu avec cette histoire du Mali, du Niger, du Burkina Faso, où on se rend compte que les dirigeants qui y vont eux-mêmes vous avouent en off que bon, les autres sont venus de tel endroit, vous écoutez la veille comment ils discutent sur les décisions qu'ils prendront, et puis ils arrivent, ils prennent d'autres décisions. Donc, à un moment donné, il faut dire on arrête, stop, on fait un autre truc, puisque restructurer me paraît particulièrement difficile. Et il ne faut pas seulement parler de la CEDEAO, il faut parler de toutes les institutions sous-régionales sur le continent. La CEDEAO est même celle qui fonctionne peut-être le mieux par rapport à la CEMAC, où en réalité c'est l'encéphalogramme plat. On ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas qui ça sert, etc. Et on se rend compte que ça ne permet même pas de réunir les peuples. Le principe est de réunir les peuples. Et là où la CEDEAO est totalement péchée et est impardonnable, c'est le fait de penser à faire la guerre entre les peuples qu'elle est censée réunir. Est-ce que tu t'imagines une seule seconde le Nigeria faisant la guerre au Niger avec les mêmes peuples, avec les mêmes habitudes, les gens, les familles des deux côtés. Donc ça avait quelque chose d'inacceptable. Et je pense que là, tout le monde a compris que le principe était dévoyé. Et puis,
qu'est-ce qu'ils viennent faire dans la politique en réalité? Est-ce qu'ils ont vraiment mandat ou qualité pour pouvoir le faire lorsque l'on sait, le président Traoré l'a très bien dit, est-ce que l'on sait que beaucoup d'entre eux sont eux-mêmes des putschistes? Alors, il y a eu un réel qui problème. la charité. Tu parlais tout à l'heure de pas seulement la CEDEAO, l'Union africaine également. C'est-à-dire évidemment que l'Union africaine fait partie de tout ça. Quand on regarde l'Union africaine, on ne sait pas quelle est sa position dans toutes ces crises qui secouent l'Afrique. Elle n'a pas été capable de lever une vraie armée. Jules, revenons à la CEDEAO. La zone est infestée de terroristes. On sait qui les finance. Des terroristes qui ont des drones. Jamais la CEDEAO n'a pu lever une armée pour les combattre. Il a fallu que Assimi Goïta choisisse d'y aller lui-même pour chasser des gens de Kidal, pendant que la CEDEAO regardait. À quoi elle sert alors? Donc, je pense que le débat, il est même un peu éculé. On lutte pour conserver, pour essayer d'avoir... Mais c'est comme on a eu l'habitude de le faire, c'est-à-dire conserver des choses qui ne servent à rien. Alors, est-ce que tu peux prendre le pari qu'il y a d'autres pays qui vont claquer la porte à la CEDEAO? C'est une évidence. C'est une évidence. Il y a des pays qui vont partir, qui savent très bien. Quand vous écoutez la plupart de ces chefs en off, ils sont très critiques vis-à-vis de la CEDEAO. Quand vous écoutez même le patron en exercice, pas le président, oui, mais le patron de la maison, il est critique vis-à-vis de son institution. Quand il y avait réunion à Niamey, les gens ont pu dire qu'ils n'ont pas eu d'avion pour venir alors qu'il avait débloqué les sous. Et qu'ils ont passé la journée à faire du dilatoire. À un moment donné, il a piqué une colère parce qu'il se rendait compte qu'il est le dindon de la farce. Donc, arrêtons cette grande farce qui fait beaucoup de victimes. C'est pas humain d'avoir des Nigériens qui sont en train de crever de faim parce qu'on a fermé la porte au point d'empêcher aux médicaments d'entrer dans le pays. Et le grand Nigeria qui coupe l'électricité, l'énergie, alors que c'était un deal où le Niger aurait pu tout simplement faire son barrage et le Nigeria n'aurait pas eu suffisamment de débit un peu plus bas. Il utilise ça comme arme. C'est inacceptable, tout simplement. Quelles qu'en soient les raisons, c'est inacceptable. C'est pas l'union des peuples. Et là, c'est Mac, alors je ne vais pas revenir là-dessus. Justement. Alors, j'ai envie de parler aussi de quelqu'un que tu connais bien, tu l'as confessé tout à l'heure, c'est Macky Sall. Oui. Comment est-ce que tu regardes ce qui se passe, la sortie de Macky? Avec douleur, parce que la dernière fois où j'ai parlé avec le président Macky Sall, c'était pour qu'il m'annonce qu'il ne sera pas candidat. C'est la dernière fois où je lui ai parlé. Je tenais à l'époque à ce qu'il m'accorde l'exclusivité de l'interview annonçant qu'il ne sera pas candidat. Je n'ai pas obtenu parce qu'il a dit qu'il voulait d'abord l'annoncer aux Sénégalais, sur les médias sénégalais, ce que je respecte et ce qui est la règle, ce qui devrait être la règle, parce qu'on doit d'abord parler à nos médias, à nous, parler aux autres médias avant d'annoncer à nos peuples, et c'est arrivé de plus en plus. Et je pense que j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. J'ai écouté un entretien de lui avec la presse sénégalaise il y a quelques jours, où il expliquait ce qui s'est passé, que ce n'était pas son fait, qu'il n'avait pas envie de rester au pouvoir. J'ai plutôt envie de le croire. Mais le reste, je suis incapable d'en dire plus. Ce que je sais, c'est qu'il m'a dit, dans une conversation, à 2, ensuite à 3, qu'il ne serait pas candidat. S'il est candidat, ça m'embêterait vraiment, parce que... Là, c'est clair qu'il ne le sera pas. Il a redit à plusieurs reprises. Voilà, et là, il annonce qu'il part. Il finalement. part. Maintenant, la guerre intérieure. Je ne suis pas plus qualifié que d'autres pour pouvoir en parler. Les gens attendent que je dise ce que je ne sais pas. Je ne suis pas dans les bagarres politiques à l'intérieur du Sénégal. Je ne les connais pas forcément. Le Sénégal est un pays où il y a d'excellents journalistes et où il y a un environnement politique qui est quand même assez singulier. Ah oui, justement. Très, très singulier et assez riche, avec des gens qui sont capés. Qui suis-je pour venir dire en permanence il y a ceci, il y a cela ou pas? Et la presse couvre suffisamment le Sénégal. Mais avec Macky, j'ai une vraie conversation. Il m'a dit qu'il ne sera pas candidat. Avec Macky, j'ai regardé ce qu'il a fait. Et on peut détester Macky ou l'aimer. Il a quand même un bilan qui n'est pas mauvais. Maintenant, sa sortie, est-ce qu'il a loupé? Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir de façon propre? C'est à lui. Mais on peut dire que la sortie est quand même loupée, parce que avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps... Ce qui s'est passé n'est pas très joli. Et je pense aussi que, vu d'Afrique, ce que les gens reprochent davantage à Macky Sall, c'est qu'il se retrouve quasiment dans la même situation qu'il a conduit au pouvoir. Et comme on le dit si bien, Internet a une mémoire. Quand on ressort les anciennes vidéos du Macky opposant, quand on ressort effectivement toutes les déclarations à son arrivée au pouvoir, il y a quand même comme une sale sortie. Absolument. C'est triste parce que c'est quelqu'un qui, en tout cas,
celui que j'ai connu, c'est quelqu'un qui avait envie de changer les choses et qui faisait avancer les choses. Après, à un moment donné, bon, c'est des politiques, hein, je n'en sais pas plus que ça. Moi, je suis journaliste, je regarde, j'observe, etc. Je n'influe pas dedans. J'espère plus tard influer sur des choses par les documentaires que je fais, par les productions que je fais. Mais sur un président, tu le vois, il te dit ce qu'il a à dire, tu écoutes, tu l'étudies et puis tu rends. Une belle perche pour parler justement d'un autre aspect de ton travail dont on ne parle pas souvent, ce sont ces reportages, ces documentaires. Ces dernières années, je pense que ces reportages qui ont fait découvrir à certains une autre facette du journaliste Alain Foka qu'on croyait cantonné au magazine, c'est le terrain. On se rappelle du reportage en RDC dans le secteur des mines et aussi en Guinée, qui a énormément fait parler. Et la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi à un moment donné tu as voulu te replonger dans cet univers du reportage? Parce que quand vous avez fait du reportage, vous ne vous en défaites jamais totalement. Moi, j'ai commencé par le reportage. Je pense que tu le sais, j'ai fait plusieurs guerres comme reporter. La guerre du Congo, par exemple. Les 2 guerres du Congo. Le Rwanda aussi. Le Rwanda, etc. Donc, j'ai quand même fait pas mal de terrain. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, je vais prendre une antenne pour pouvoir dire ce qui se passe. À la fin, presque, puisque je suis plus proche de la sortie que de l'entrée, à la fin presque de ma carrière, je me suis dit, je vais retourner pour montrer des choses qui sont importantes. Mais je ne me suis jamais arrêté, Jules. Je pense que j'ai fait Archives d'Afrique en faisant aussi la version reportage, et en allant sur le terrain en permanence. Je n'ai jamais quitté le terrain. Et puis, je suis quand même à une centaine de documentaires faits pendant cette carrière-là. Ces documentaires ont été diffusés largement. Il s'avère que c'est plus visible aujourd'hui parce que je suis plus dans une posture différente où je ne m'encombre plus des règles. J'ai fini avec les règles du journalisme, où on dit ça c'est le reportage, ça c'est la chronique, ça c'est l'édito, etc. Je ne m'encombre plus de ça parce que ça ne correspond à rien dans notre environnement. Je pense que, comme j'enseigne un peu du journalisme dans certains endroits, je leur dis de casser les codes. De casser les codes parce que ces codes que nous avons sont des codes d'ailleurs. Or, j'ai envie qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire pour informer les gens, point, en sortant des cadres définis. Voilà, et je retourne sur le terrain. Je retourne sur le terrain pour montrer des choses comme ces reportages dont tu parles, qui sont des choses essentielles, où c'est à cheval entre le reportage, l'engagement, etc. Je ne m'encombre plus de ça et je me sens plus confortable là-dedans. Je n'aurais pas pu faire ça sur une antenne qui ne soit pas la mienne. Alors, parlons effectivement de l'antenne qui est la tienne, c'est AFO. C'est le projet que tu caresses, parce que quand tu partais de RFI, je me rappelle bien de la vidéo où tu disais un peu, comme on aime le dire, sur ce que tu feras après. Alors, raconte-nous l'histoire d'AFO. D'où est venu AFO Média? AFO Média vient du fait que je pense que nous devons créer tous, nous journalistes, des cadres où nous donnons notre narratif qui nous ressemble, nos réalités, sans complaisance, mais sans condescendance comme le font les médias internationaux. Je n'ai plus envie qu'on vienne montrer les enfants qui ont faim, les enfants avec un ventre proéminent débordé par une nuée de mouches. Non, j'ai envie qu'on montre qui nous sommes. Et ça passe par le fait que nous devons nous-mêmes faire nos contenus. Les autres sont venus nous montrer comment on fait des documentaires animaliers jusqu'à maintenant. Nous, dans des situations pas possibles. Montrons-nous comme nous sommes. Et par ailleurs, la télévision telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle a encore 10, maxi 15 ans devant elle. Le grand meuble télé dans le salon. Ouais. Les enfants, les jeunes ne regardent que sur leur tablette. Il faut leur parler là où ils sont. Parce que notre message, c'est en direction d'eux. Pour leur montrer les erreurs que nous avons pu commettre. Nous, notre génération, ma génération et celle de mes aînés, nous avons échoué. Maintenant, pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs, nous devons avoir la responsabilité de leur montrer là où nous nous sommes plantés. Ce que nous n'avons pas pu faire. Et l'échec est collectif. Il ne faut pas chercher à dire, moi je n'étais pas dedans, j'ai fait ceci, je n'ai pas fait ça. Non, c'est un échec collectif. Et je pense qu'il faut un média fort qui se base essentiellement sur du contenu pour pouvoir le dire. Et un média engagé, un média d'opinion. J'appelle AFO Média média d'opinion parce que c'est un média qui a un point de vue. On n'est pas là pour dire qu'on est neutre, parce que je ne crois pas en la subjectivité ou à la neutralité. Quand on a décidé de dire quelque chose, c'est qu'on a déjà pris position. Donc, un média qui soit un média d'opinion, qui montre l'Afrique telle qu'elle est,
pas telle qu'on voudrait qu'elle soit perçue, mais telle qu'elle est. Et c'est ça, Afromédia. Et depuis 3 ans, je pense que ça aussi tu le sais, on forme des jeunes à travers l'Afrique. On en a formé une centaine déjà, quasiment, pour qu'eux, ils soient des relais de ce média-là sur le continent, avec leur sensibilité de jeunes. Et les plus âgés ont 30 ans, je crois. Alors, c'est un choix assumé Totalement. qu'Afromédia soit essentiellement digital. Totalement. Totalement digital. Maintenant, il y a des télévisions qui ont demandé à passer des accords pour diffuser certains de nos produits. On a dit oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'il va y en avoir de moins en moins dès qu'on va lancer Afromédia dans les prochains mois. Mais nous, on prend notre temps, on n'est pas pressé. Alors, ça m'amène à poser une autre question, parce que un projet comme ça demande du financement. Qui finance Afromédia? On est reparti là-dedans. Oui, enfin. Je vais entendre bientôt que c'est un média français, c'est un média de putschistes, c'est un média du président Faure bientôt. Ça va être... Non, soyons sérieux. Je pense que je suis parti sur le média digital assez facilement parce que ça ne demande pas tant de moyens que ça. Et puis, j'ai pas honte, il faut qu'on soit riche. Moi, j'ai travaillé à avoir de l'argent. Oui, on va justement parler. J'ai travaillé à avoir de l'argent. Je n'ai pas honte. J'ai écouté certains dire, oui, Alain Foka qui va voir la Coupe d'Afrique en jet, ce qui est faux d'ailleurs, mais bon, j'aurais bien aimé, s'il y avait eu une opportunité, je serais monté dans ce jet en chantant. Non, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille être pauvre pour défendre la cause africaine. Le pauvre ne fait pas beaucoup bouger les lignes. Je pense qu'il faut avoir de l'argent pour faire bouger les lignes. Quand Dangote prend une décision de faire bouger quelque chose, il a les moyens de le faire et il le fait facilement, plus que celui qui, dans son quartier, braille toute la journée. Moi, j'ai travaillé à faire de l'argent et je n'en ai pas. Alors, parlons justement de votre argent. J'ai été aussi amusé de savoir que vous êtes, enfin, que tu es aussi riche que ça. Moi qui suis proche de toi, je ne savais pas non plus. Il y a beaucoup de choses. Des immeubles, des voitures, des jets privés. Je découvre. Alors, maintenant, si tu montres le jet privé, je m'en vais le chercher. Plus sérieusement, Alain, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es riche? Non, je ne suis pas riche. Je ne suis pas malheureux, mais je ne suis pas riche. J'aimerais bien être riche. Hein. Enfin, ça dépend de la définition de la richesse. Oui, parce que... non, puisque je pense que tu parles de richesse matérielle. Je n'ai pas à me plaindre. Je suis plutôt confortable. Je vais te raconter une anecdote qui est assez illustrative, de notre état d'esprit, où on regarde l'argent avec un regard latin, c'est-à-dire celui qui a de l'argent est coupable d'entrée de jeu. Alors tous, on se lève pour avoir de l'argent. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai produit des coffrets Archives d'Afrique. Je fais le tour pour présenter les coffrets Archives d'Afrique, qui marchaient plutôt bien, puisqu'on a presque fait 2 millions d'exemplaires. Et le truc était que je me promène pour présenter Archives et je dédicace dans plusieurs pays. Et quand j'arrive sur place, je vois des confrères qui viennent, qui me disent « Ah, c'est génial, etc. Est-ce que tu peux me dédicacer ça ?» Et puis, je rentre à Paris et la directrice de la communication de RFI m'appelle un jour dans son bureau en me montrant une lettre d'un confrère africain qui avait filmé son coffret que je lui avais donné, gracieusement en plus, et qui dit « Alain Foka s'enrichit sur le dos de RFI. Vous feriez mieux de vérifier comment se vendent les coffrets. » Et la dame qui dit « Alain, qu'est-ce qu'on fait ?» Et je lui dis, vous laissez Brère, parce que comme tu le sais, je ne réponds pas généralement. Sur les réseaux sociaux, tu as vu que je réponds presque, je ne réponds jamais. Et puis, il réécrit une lettre en disant, je viens d'acheter un coffret Archives d'Afrique, qui s'appelait Soumaoro, c'était de Côte d'Ivoire, Soumaoro, oui. Je viens d'acheter un coffret Archives d'Afrique pour vous prouver qu'Alain Foka s'enrichit sur votre dos. Alors, Françoise Holman, la défunte, qui était la directrice de la com, qui dit, on va devoir faire un communiqué pour leur faire comprendre que tu es le producteur d'Archives d'Afrique. Archives d'Afrique m'appartient à 100%. Et RFI avait juste l'exclusivité radio. Mais tous les produits dérivés nés d'Archives d'Afrique, c'était moi. Je les produisais. Mais le bonhomme était tellement obtus que pour lui, il n'était pas possible qu'un journaliste puisse produire un contenu comme celui-là. Et il avait besoin d'énoncer en plus. Simplement parce qu'il se disait que je gagnais de l'argent.
Et quand je l'ai appelé, il était tellement gêné qu'il a nié, sauf que j'avais des lettres. Et des comme ça, il y en a eu beaucoup. Archives d'Afrique m'appartenait. Et donc, il a fallu qu'RFI leur rappelle que non, nous, on est juste partenaires dans la promotion d'Archives d'Afrique. Mais c'était à moi. Et ça me donne l'occasion de dire aux jeunes Africains qui font notre métier, il y a de l'argent à se faire dans le journalisme, mais en faisant du contenu, pas en allant à l'inauguration des chrysanthèmes, hein, l'inauguration des ministres qui vous invitent, ou bien vous parlent. Non, faites du contenu. Et je pense qu'il y en a qui le font. Hein. Bien sûr. Je regarde quelques-uns, dont certains qui sont des proches, hein, qui ont trusté même certaines chaînes, et qui font du contenu en permanence. Plus vous faites du contenu dans notre métier, plus vous gagnez votre vie. Et vous gagnez plutôt pas trop mal. Et il ne faut pas avoir peur de gagner de l'argent. Je pense que ceux qui changent le monde sont ceux qui gagnent de l'argent. Bill Gates, quand il décide, il nous fait des vaccins. Et si Elon Musk veut, il peut faire ce qu'il fait au monde parce qu'il a de l'argent. Donc on ne doit pas avoir cette relation conflictuelle avec l'argent, il faut gagner de l'argent. Le gagner honnêtement, c'est vrai, mais le gagner. D'accord. Alors là, je ne sais pas si on a fait le tour, mais je pense qu'on a passé un long moment, on a revisité un peu un certain nombre de choses, et au moment où nous sommes en train de sortir, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une question à laquelle tu aurais aimé répondre que je ne t'ai pas posée? Moi, je ne me pose pas de questions. Moi, j'ai plutôt envie de dire, arrêtons d'être juste contre. Soyons pour quelque chose. Construisons des projets. Soyons ambitieux. C'est ce qui fait la force des grandes nations. C'est ce qui fait la force, notamment des anglo-saxons et des asiatiques aujourd'hui. Regardons en disant, qu'est-ce qu'on peut construire? Ne passons pas notre temps à nous détester, à nous détruire, etc., à nous monter les uns contre les autres. Ça fait l'affaire des autres. Ayons cette démarche simple, qui est de dire comment on construit, comment on fait. Moi, ça a été ma démarche. En quittant RFI, j'ai dit, je veux faire, je veux proposer. Soyons des forces de proposition, parce que si on est des forces de proposition, on fait avancer le schmilblick. Pleurer, ça ne fait pas avancer, vous êtes couché quand vous pleurez. Bien sûr, il ne faut pas oublier ce qu'on nous a fait, et il faut continuer de dénoncer, mais il faut aussi s'inscrire dans le projet. C'est ce qui m'anime chaque jour. C'est ce qui m'anime quand je fais mes reportages, c'est ce qui m'anime quand je fais mes contenus, et je pense que j'ai envie de dire ça aux jeunes, d'arrêter de geindre, et puis d'arrêter d'être des éponges qui absorbent ce qu'on leur donne. On absorbe trop de choses qui ne correspondent pas à nos réalités. Mais est-ce que c'est la faute aux jeunes? Alors, quand on regarde tous ces médias qui arrosent nos pays, j'ai envie de dire, parfois, ces jeunes, on a envie de les comprendre, ils deviennent impuissants face à tout ça. Créons des médias pour leur proposer ça, c'est ce que je propose. Il en existe, on a créé, je ne vais pas parler de Vox Africa que tu connais très bien. Mais les gens regardent, ceux qui regardent Vox Africa ont un autre regard sur le monde. Oui. Ceux qui regardent certaines chaînes qui naissent ont un autre regard sur le monde. Proposons leur notre regard sur le monde. Il n'y en aura pas assez si on fait 5, 10 chaînes seulement. Mais le plus important, c'est de faire du contenu. Parce que la chaîne, c'est juste le tuyau. Il faut mettre quelque chose dans le tuyau. Moi, c'est ma passion. Alors, je vais terminer par te remercier. Je dois confesser mon embarras et mon inconfort par rapport à cette interview. Je leur ai dit en sortie. On a beaucoup hésité pour la faire, finalement. Mais ça fait des semaines. Beaucoup, parce que je me disais, est-ce que je suis encore crédible face à Alain Foka? Est-ce que je pourrais garder ma lucidité, eu égard à la proximité qui est nôtre, eu égard aux projets sur lesquels on travaille ensemble? Non. Après, c'est que j'avais fait une promesse, puisque tu es venu me voir longtemps à l'avance. Oui, parce que moi, je confesse, j'avais l'info un an avant. Voilà. Je sais depuis quand tu veux partir des RFI. J'avais compris un certain nombre de choses et je me disais, ce serait une telle bombe. Et à l'époque, je me disais, il faudrait que je puisse être celui qui en parle. Mais est-ce que tu as le sentiment de n'avoir pas posé une question que les gens se posent? Non, je sais pas. Je pense que quand tu regardes, le professionnalisme, c'est d'arriver à faire la part des choses. Les gens ont dit que je suis proche des chefs d'État. Bien sûr, je les vois. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir été complaisant une fois que le micro ou la caméra est allumé. Et c'est ça qui doit nous... Mais il y en a qui t'ont impressionné quand même, Alain, au bout de toutes ces années. Est-ce qu'il y a un qui ressort, où tu te dis, devant lui, tu as pu perdre tes moyens? Ça va être le lieu commun, c'est Mandela. Mais parce que je suis arrivé devant Mandela, un peu... Mandela. Et donc, pendant quelques minutes, je n'étais pas confortable.
parce que j'avais son monument. Mais à côté de ça, il n'y en a pas un seul qui... Toute cette nouvelle génération, parmi tous ces jeunes militaires et tout, est-ce qu'il y en a Je les aime bien, les aime bien, mais je ne suis pas impressionné. Celui qui m'a plus fait peur qu'impressionné, c'était Kadhafi. Mais c'était l'endroit où on a fait l'interview, c'est-à-dire dans le désert de Sirte. Tu te dis, tout peut arriver ici. Et puis, il avait fait toute une mise en scène pour que je ne sois pas confortable. Je vais dire, tu ne sais pas si on s'en va te tuer ou si tu t'en vas vraiment faire l'interview. Et puis, à un moment donné, quand tu arrives, tu le vois là, tu te dis, je suis au milieu de nulle part, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais je pense que finalement, ça s'est bien passé. Souviens-toi, l'interview, j'étais plutôt confortable. Non, je ne suis pas impressionné par lui, celui qui m'a... Museveni, parce que je me rappelle que tu as fait Museveni, qui est réputé ne pas être aussi un enfant de cœur. Qui n'est pas un personnage commun. Je me souviens, l'anecdote, c'est que quand j'arrive et on veut lui mettre le micro, cravate par l'intérieur, il dit non, vous me mettez ça dessus, et puis il se couche dans son fauteuil, et il n'en avait rien à faire. Ça déstabilise. Mais non, je n'étais pas déstabilisé parce que j'étais venu et je savais ce que j'avais à faire. Je pense que il faut juste dire aux jeunes qui font ce métier qu'il y a le moment d'avant et le moment du pendant. Le moment d'avant ne doit pas ressembler au moment du pendant. Quand le micro s'allume, c'est lui ton maître. Et tu vois à travers le micro les millions de personnes qui t'écoutent et qui ont envie de poser les questions que tu dois poser. Ça, c'est ce qui m'anime. Et malheureusement, ceux qui sont même mes amis, comme on dit, ceux qui me sont proches, sont plus malmenés dans mes interviews que parce que je parfois, de pas. manière inconsciente, il y a une volonté de montrer qu'on n'est pas complaisant. Qu'on est détaché et qu'on n'est pas complaisant. Je veux dire, tu te souviens, Ali Bongo Ndimba, le pauvre, il a morflé dans les interviews. Ouais, moi, je me rappelle, j'ai participé à l'une en 2016 qui est restée mémorable. Alors que je confesse que c'était un ami avant même de devenir président. Mais il n'y a jamais eu de complaisance. Dernièrement, plus récemment, avant son décès, le président Déby, à la fin, me dit « Tu m'as malmené aujourd'hui. Parce que le micro est allumé et qu'il n'y a pas d'amis et que je ne serai jamais complaisant. Alors, et on sort là-dessus, parce que c'est toi qui me tends des perches, Ali, le Gabon. Je me disais, il n'a pas parlé d'Ali. Oui, j'ai vu Ali 3 jours avant qu'il ne tombe. Malheureusement, c'était une évidence qu'il allait tomber. C'était une évidence. Je pense que je t'en ai parlé, mon cher Jules, en disant ce que j'ai vu. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Et 3 jours avant, je crois que j'étais le seul journaliste, ou on devait être 2-3 journalistes à être entrés au Gabon, et je pense que j'étais le seul à l'avoir rencontré. Et je me disais, non, il n'a pas la machine, il ne tient plus rien. Il avait perdu tout le contrôle. Et je suis parti. Je suis parti avant même le scrutin, parce que je savais que ça allait mal tourner. Maintenant, Ali n'était plus aux affaires depuis un bon moment déjà. Donc c'était normal que ça tombe et que les gens qui étaient à côté se disent on va arrêter la comédie, quoi, la tragicomédie. Ils ont arrêté la tragicomédie. Maintenant, je suis malheureux pour lui parce qu'il est malade, parce que ça se termine mal pour lui. Humainement, ça me touche. Bon, mais maintenant le Gabon fait son chemin. Les hommes passent, mais les nations restent. Et là, on est dans une autre dynamique. Mais est-ce que cette dynamique-là va aller mieux? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que le ventre mou de notre histoire africaine, c'est l'Afrique centrale. Ce qu'on appelle la CEMAC et la CEAC, c'est triste, c'est malheureux. Je ne sais pas comment on va arriver à en sortir. Est-ce l'âge des capitaines? Est-ce la mentalité? Je ne sais pas. Mais rien ne bouge en Afrique centrale. Oui, c'est pour ça que beaucoup de gens demandent à quand Mansa en Afrique centrale. On aimerait bien aller en Afrique centrale, hein, mais on va où? Qui est susceptible d'écouter? Parce qu'en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, ils sont sensibles à ça. Mais en Afrique centrale... On attend de voir. C'est triste. Toi et moi, hommes d'Afrique centrale, quand on regarde, ça fait pitié. Ça fait pitié. Pourtant, on parle. Hein. Beaucoup, d'ailleurs. On parle beaucoup. Voilà, je crois que vous êtes nombreux à suivre l'intervention d'Alain Foka, son exclusivité, donc la vidéo. Il a été reçu par un journaliste que je respecte beaucoup. Voilà, j'ai eu beaucoup de réponses à l'intérieur de cette vidéo. Donc, je vais demander simplement à nos frères, aux panafricanistes, ceux qui seront capables de soutenir cet homme, de soutenir
sa vision. Moi, j'ai pris le temps de comprendre directement, il n'est plus avec ses maîtres. Voilà, c'est ça la plus grande réponse dont j'ai réussi au travers de sa vidéo, de son intervention. Il n'est plus avec ses maîtres. Donc, comme il dit souvent, l'Afrique a besoin d'être racontée d'une autre manière. Donc, il a dit des choses à l'intérieur. Il a dit que quand je travaillais avec mes maîtres, quand je travaillais dans l'RLFI, je présentais l'Afrique. Vous avez vu comment tant de vidéos qu'il a présentées à l'intérieur lorsqu'il travaillait, je ne sais plus encore pendant 32 ans, lorsqu'il travaillait à l'RLFI, comment il a présenté vraiment l'Afrique. Donc, soutenons cet homme, accueillons-le vraiment avec un cœur sincère, parce que il y a une chose qui est en train de commencer. Voilà, je vous aime beaucoup, c'était ton frère Jacques Nkana. Je serai toujours là afin de vous présenter de tels éléments. Je vous aime beaucoup. Commentez, partagez, aimez la vidéo, ça sera une très bonne chose pour nous, parce que YouTube verra que la vidéo a une très grande importance. Voilà, je vous aime beaucoup. Bye, bye, bye. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le Congo ne tombera jamais.